terrible. C'est le fruit d'une collaboration maroco-américaine. Dans le cadre de l'African Lion 2019, les militaires des deux pays poursuivent leur action de solidarité. Un hôpital médico-chirurgical de campagne qui cible une population de 120 000 personnes. Nous terminerons cette édition avec cette tournée de l'Orchestre Symphonique Royal, accompagné de la violoniste kazakh Galia Zarova. Les musiciens du concert ont interprété à Fès des œuvres du répertoire Sympho-Jazz. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, ce message de condoléances et de compassion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI suite à l'accident de la circulation tragique survenu près de Moulay Bouslem qui a fait plusieurs victimes, partageant la peine des familles des victimes et tenant à alléger leur souffrance suite à cette dure épreuve. Sa Majesté le Roi a ordonné le transfert des blessés à l'hôpital militaire Mohammed V à Rabat. Le souverain a décidé également de prendre en charge personnellement les frais d'inhumation et des obsèques des victimes, ainsi que les frais des soins des blessés, et donner ses hautes instructions aux autorités sécuritaires et territoriales compétentes pour prendre les mesures nécessaires en vue d'apporter toutes les formes d'aide et de soutien aux familles des victimes. 8 morts et 33 blessés, c'est le bilan de ce nouveau drame de la route survenu ce matin au niveau de la commune de Moulay Bouslem suite à une collision entre un camion et une voiture transportant des ouvriers agricoles. Une enquête a été diligentée par les autorités compétentes pour élucider les circonstances de ce drame. Reportage Ala-Eddin Lahmini, le récit est de Salima Benabou. Le choc a été latéral, la collision d'une extrême violence. Du pick-up, il ne reste que des débris éparpillés sur des dizaines de mètres. Il est environ 9 h ce matin, lorsque pour des raisons encore inconnues, ce camion entre en collision avec le véhicule utilitaire. Sur cette portion pourtant en ligne droite, au moins 8 des passagers ont été tués sur le coup. Le véhicule s'apprêtait à entrer à l'intérieur de l'usine. Le conducteur n'a pas vu le camion. Le camion les a percutés de plein fouet. Le véhicule a été traîné sur 4 ou 5 mètres. Les usagers, sous le choc, ont immédiatement évoqué la dangerosité de ce tronçon, traversé chaque jour par des milliers d'automobilistes qui ne respectent pas les limitations de vitesse. Cette route est sinueuse. Le matin, il y a énormément d'automobilistes et de véhicules de transport de personnes. Vers 7 h le matin, il y a énormément de voitures. Les conducteurs roulent trop vite sur une route étroite. Ce drame n'est que le dernier exemple en date d'une longue série. Il soulève une nouvelle fois la question du transport des ouvriers agricoles sur ces véhicules utilitaires. L'an dernier, 9 personnes, dont 2 femmes qui travaillaient dans une exploitation de Shtuka et Baha, ont perdu la vie sur ce même type de véhicule percuté par un autocar. Sur place, un dispositif de secours a été mis en place. Autorités locales, services de la gendarmerie royale et de la protection civile sont intervenus pour prendre les mesures nécessaires. Parmi elles, l'évacuation des 33 blessés qui ont été transférés dans un premier temps aux hôpitaux provinciaux les plus proches. Reportage Ala-Eddin Lahmini sur un récit de Samia Hels. Il était 11 h 30 ce matin quand les blessés victimes des suites d'une collision sur la route de Moulay Bouslem arrivent dans les hôpitaux de l'Alaïch, Soklaba et Knetra. Parmi eux, une femme décédée pendant le trajet et 2 autres personnes mortes à leur arrivée aux urgences. Ils sont actuellement pris en charge à l'hôpital militaire Mohammed V de Rabat. Suite aux hautes instructions royales, ils ont été transférés à l'hôpital militaire Mohammed V de Rabat. Leur situation et la gravité de la situation diffère bien sûr d'un blessé à un autre. Les blessés souffrant de fractures et de blessures légères sont transférés progressivement selon leur gravité à l'hôpital militaire Mohammed V de Rabat. Toutes les équipes médicales sont mobilisées pour leur prise en charge. Nous avons mis sur pied une organisation maîtrisée à travers laquelle nous avons pu prendre en charge ces blessés au niveau des analyses, des radios et de la médicalisation. Les familles des victimes étaient nombreuses à attendre des nouvelles. Une enquête est en cours pour élucider les circonstances du drame. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce tragique accident qui a fait, je vous le rappelle, 8 morts et 33 blessés.
Le secrétaire général de l'ONU met en garde le Polisario et dénonce les violations qu'il commet. Dans la copie avancée de son nouveau rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara, Antonio Guterres prend les membres du Conseil à témoin contre le chantage inacceptable et les manœuvres inadmissibles du Polisario vis-à-vis aussi bien des composantes civiles et militaires de la MINURSO que de la communauté internationale. Dans ce document, le secrétaire général de l'ONU met également en exergue les investissements du Maroc dans ses provinces du Sud. Les détails avec Amina Mkhar. Dans un rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, Antonio Guterres parle de plusieurs points cruciaux. D'abord, le secrétaire général affirme une fois de plus que le Polisario continue de violer les accords militaires, les résolutions du Conseil de sécurité et la liberté de mouvement des observateurs militaires de la MINURSO. La copie avancée du secrétaire général de l'ONU revient également sur les manifestations qui secouent les camps de Tindouf en Algérie avec la participation de centaines de personnes, selon le document. Un document qui tire la sonnette d'alarme quant à la situation humanitaire déplorable dans ces camps et regrette l'absence d'un recensement des populations. Dans son rapport, Antonio Guterres salue en revanche la main tendue par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'Algérie dans le discours royal du 6 novembre 2018 à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte. Antonio Guterres souligne que le souverain a appelé à mettre fin à l'absence d'unité au Maghreb et proposé la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation entre le Maroc et l'Algérie, sans condition ni exception, selon un agenda ouvert. C'est d'ailleurs l'esprit des tables rondes de Genève qui ont réuni toutes les parties concernées pour mener une réflexion autour des moyens de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable, et ce, conformément à la résolution 2440 du Conseil de sécurité, a rappelé le secrétaire général de l'ONU. Il parle enfin du processus de développement dans les provinces du Sud en soulignant que les populations locales bénéficient directement des nombreux chantiers lancés dans la région et sont consultées pour leur mise en œuvre. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc aux Nations Unies à New York, Omar Hillel, et le nonce apostolique ont transmis conjointement au secrétaire général de l'ONU l'appel d'Al-Quds signé samedi dernier par Sa Majesté le roi Mohammed VI, commandeur des croyants, et sa sainteté, le pape François, lors de la visite du souverain pontife au Maroc. L'appel d'Al-Quds a également été transmis au président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien qui tiendra mercredi prochain une réunion sur la Palestine au haut représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations ainsi qu'à toutes les missions et observations permanentes à New York. Le président algérien a fini par démissionner hier, 3 semaines avant le terme officiel de son mandat. Pour la première fois en 20 ans, l'Algérie s'est réveillée sans Abdelaziz Bouteflika. Selon la Constitution, une fois la démission actée, c'est le président du Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement, Abdelkader Ben Salah, 77 ans, qui assurera l'intérim durant une période maximale de 90 jours, au cours de laquelle une présidentielle devra être organisée. Le point avec Amina Mkhar. Aziz Bouteflika qui remet sa démission au président du Conseil constitutionnel après 20 années passées au pouvoir. Des images qui font le tour du monde depuis 24 heures. Dans les rues de la capitale, elles ont provoqué de véritables scènes de liesse entre coups de klaxon ou encore feux d'artifice. Les Algériens ont laissé exploser leur joie. Je suis heureuse et ravie de voir Abdelaziz Bouteflika démissionner. Après ces démissions, nous avons l'impression d'avoir réglé l'un des plus grands problèmes dans ce pays. Nous avons désormais besoin de vivre une transition 100% démocratique. Au lendemain de ces célébrations, la question de l'après-Bouteflika se pose. En vertu de la Constitution, c'est le président de la Chambre haute du Parlement, Abdelkader Ben Salah, 77 ans, qui devient président par intérim. Un scénario qui n'enchante ni la presse algérienne ni les manifestants qui espèrent se débarrasser de l'entourage de l'ancien chef d'État. Son entourage doit partir, nous avons besoin d'un nouveau souffle. C'est ainsi que nous trouverons des solutions aux problèmes de chômage et de logement, car aujourd'hui nous vivons une véritable crise. Alhamdoulilah, donc il est parti, c'est bien, c'est un acquis. C'est comme un prévisionnel de chantier. C'est quoi les points à débattre et à revendiquer? C'est le départ du président. Après le départ du président, on a d'autres revendications, c'est de mettre en place un gouvernement qui sera là pour le peuple, qui sera là pour l'intérêt du peuple et du pays et de la nation.
Pour les manifestants, cette démission ne signifie donc pas la fin de la contestation. Même si le départ de Bouteflika apaise les esprits, il est vécu comme une première victoire contre tout un système qui refuse de se régénérer. Après plus d'un mois de contestation, la lutte continue pour la rue algérienne. Et le président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika demande pardon ce soir aux Algériens dans une lettre d'adieu publiée par l'agence officielle l'APS, tout en assurant avoir gouverné avec, je cite, sincérité et loyauté. Je quitte la scène politique sans tristesse ni peur pour l'avenir de notre pays et je vous exhorte à demeurer unis, à ne jamais vous diviser. Fin de citation. Et pour parler de la situation en Algérie, avec moi sur le plateau, notre consultant, professeur Khalid Chegraoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors cet épilogue met fin à 20 ans de règne. Les Algériens ont fait part de leur choix, de leur joie, mais aussi de leur détermination à continuer à manifester. Le départ d'Abdelaziz Bouteflika ne suffit plus. Effectivement, aujourd'hui, la demande, c'est beaucoup plus que le départ du président qui a déjà été acté et après tumulte et pas mal d'épisodes et d'allers et de retours. Mais la demande populaire aujourd'hui, c'est le changement de tout le système. Et en Algérie, on parle d'un système qui est ankylosé depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui et qui s'est beaucoup ankylosé à partir de 1965. Et tout le monde sait qu'il y a pas mal d'oligarques aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui contrôlent pas mal de secteurs qui sont soit liés à un des secteurs de ce pouvoir qui est partagé en deux grands conglomérats, le clan du président lié à la famille et aux businessmen, et bien sûr les militaires et les sécuritaires. Et on a vu aujourd'hui, et même hier et avant-hier, un certain nombre de noms qui commencent à apparaître, même le général Medienne qui a disparu de la scène, qui a contacté Lamine Zroual, l'ex-président, le nom de Habrouch qui apparaît. Donc le monde aujourd'hui demande qu'il y ait, et surtout les Algériens demandent qu'il y ait un changement total. Et même M. Benflis, l'ex-président, l'ex-premier ministre, il demande le fait d'écarter les 3 B. M. Ben Saleh, qui le refuse catégoriquement du moment que c'est l'homme de Bouteflika. M. Blaise, qui est le chef du Conseil constitutionnel, qu'on considère aussi comme l'homme du clan Bouteflika. Et M. Bedoui, qui est aussi considéré comme un homme de Bouteflika. Donc il y a pas mal de tumultes. Il va falloir attendre quand même le vendredi, attendre quels nouveaux slogans vont sortir ce vendredi-là et surtout voir le nombre des manifestants. Est-ce qu'il va augmenter ou est-ce qu'il va amoindrir et comment la rue va réagir à cette nouvelle situation. Alors la démission d'Abdelaziz Bouteflika a suscité de nombreuses réactions, souvent dubitatives. Pour certains, il s'agirait d'une manœuvre visant en réalité à sauver le système. Certains parlent d'une mise en scène bien étudiée. Déjà, il faut rappeler, et on l'a très bien vu avec surtout la position de l'armée. Au départ, l'armée a soutenu le 5e mandat du président et par la suite, on a vu que le message militaire commence à changer et on a fini par une déclaration du général Gaïd Saleh qui demande clairement et définitivement d'appliquer l'article 102. Cet article qui a posé pas mal de problèmes du moment que c'est le Conseil constitutionnel de plein droit qui doit légiférer sur cette question et non pas sur demande d'une institution militaire soit-elle. Et bien sûr, par la suite, il y a eu l'annonce de la présidence d'une probable démission le 28 avril, avec une contre-réaction des militaires qui demandent l'application de la Constitution et surtout l'appel à l'application de l'article 7, c'est-à-dire le droit du peuple à légiférer et avoir la question du pouvoir. Et je pense qu'il y a énormément aujourd'hui de rivalité à l'intérieur du pouvoir en Algérie entre les militaires et entre le clan de la famille. Un dernier mot peut-être sur cette lettre, cette dernière lettre, ce dernier message du président Bouteflika qui demande pardon. Effectivement, en fait, la mise en scène, elle a déjà commencé avec l'affichage de ce président malade, avec sa tenue traditionnelle, quand même symbole parfois de pauvreté et aussi symbole d'humilité et surtout de maladie. Donc on voit cet homme en situation de détresse terrible. C'est une réponse aussi à quelques dires des militaires comme quoi il était sous respiration artificielle et que la décision d'annoncer la démission pour le 28 octobre a été faite par un membre non constitutionnel
soi-disant le frère, et aujourd'hui il y a eu cette lettre de demande de pardon. D'ailleurs, il a demandé le pardon 2 fois, au début de la lettre et à la fin de la lettre. C'est une lettre déjà qui est très très mal écrite, ça preuve qu'elle a été écrite dans la précipitation, et je pense que c'est une manière aussi de pouvoir garder son clan à l'abri d'une certaine fureur et ire, non pas populaire, mais surtout la chasse aux oligarques qui a déjà commencé par les militaires et par les anciens de la DRS qui sont en train de manipuler la scène algérienne aujourd'hui et peut-être demain. Professeur Khalid Chegraoui, merci pour cet éclairage. Je vous le disais en titre, c'est le fruit d'une collaboration maroco-américaine dans le cadre de l'African Lion 2019. Les militaires des forces armées royales et de l'US Army poursuivent leur action de solidarité dans la petite localité d'Edis, dans la province de Tata, ce 4e hôpital médico-chirurgical de campagne qui cible une opération de 120 000 personnes tourne à plein régime. Reportage de Hussein Ouzig, Rafiq Agomad, le récit est de Salima Benab. La nouvelle a vite fait le tour de la ville. La plupart de ses habitants souffrent de troubles de la vision ou dentaires et n'ont jamais consulté de spécialistes faute de moyens. Avec cet hôpital de campagne, c'est désormais chose faite. Les médecins sont à l'écoute et nous accordent à chacun du temps. Nous avons grandement besoin de ce genre d'initiative. J'ai reçu les médicaments dont j'avais besoin, j'ai été soignée, j'ai été très bien accueillie. L'organisation de cet hôpital est incroyable. Je remercie le personnel médical. À Tata, les militaires des forces armées royales, en collaboration avec l'armée américaine, ont construit en quelques semaines ce dispensaire avec une mission spécifique, soigner quelques 1000 patients par jour. Et pour ça, 227 personnes, membres du staff médical, mettent gratuitement leurs compétences au service de ces populations. Il s'agit d'un hôpital multidisciplinaire de campagne encadré par un staff médical et paramédical, composé notamment de médecins généralistes, spécialistes et d'aides-soignants. Cette initiative médicale a permis aux 2 équipes d'échanger leur expérience et leur expertise. C'est une belle opportunité pour nous, pour l'État de l'Utah, de renforcer le partenariat avec le Maroc qui remonte à de nombreuses années. Nous participons à cette initiative depuis très longtemps et c'est toujours un plaisir. Après consultation, les bénéficiaires récupèrent gratuitement les médicaments dont ils ont besoin pour se soigner. La délégation maroco-américaine poursuit son action jusqu'à dimanche. D'ici là, au moins 11 000 personnes auront été prises en charge et une centaine d'interventions légères chirurgicales pratiquées sous la tente. L'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations a tenu aujourd'hui à Rabat la 2e réunion de son conseil d'administration, une rencontre consacrée à la présentation de son bilan 2018 et son plan d'action pour l'année en cours, tenue sous la présidence du chef du gouvernement. Cette séance de travail a été l'occasion de présenter le système de promotion des investissements et des exportations, l'état d'avancement des structures organisationnelles de l'agence, ainsi que les actions prévues pour stimuler et encourager les investissements et les exportations. Le vote du projet de loi cadre sur la réforme de l'éducation qui prévoit l'enseignement des sciences en langue étrangère prévu aujourd'hui à la Chambre des représentants a été de nouveau reporté. Il y a quelques jours, la majorité avait trouvé un consensus permettant l'adoption de ce texte, mais des divergences sont apparues. C'est un dossier qui a suscité un large débat qui semble se prolonger. C'est un mouvement qui a eu un impact réel sur les élèves et les programmes scolaires. L'enchaînement de grèves des enseignants contractuels a entravé la bonne marche de l'année scolaire. Certains élèves ont manqué près de 4 semaines de cours. Pour tenter de remédier à cette situation, les académies régionales de l'éducation et de la formation organisent durant cette période de vacances scolaires des cours de rattrapage et de soutien. Exemple, la FES, où plus de 30 000 élèves sont concernés par cette session. Reportage Sarah Jabri et Driss Likoun. Ce matin, à l'établissement Qassim Amin, les salles de classe sont inhabituellement animées. En pleine vacances de printemps, les élèves en 3e année du collège assistent à des cours intensifs pour remédier à des lacunes accumulées au cours d'un semestre marqué par les grèves. Nous bénéficions de cours de soutien pour rattraper les cours manqués à cause des grèves. Je trouve que c'est une excellente initiative. Nous avons des cours d'arabe,
de français, de mathématiques, d'histoire, de géographie et également des cours d'éducation islamique. Des enseignants ont bénévolement sacrifié une semaine de vacances pour animer ces cours intensifs au profit d'élèves qui dans moins de 3 mois passeront l'examen régional unifié. Ces cours qui s'étalent sur une semaine ciblent les élèves en 3e année du collège. Au niveau de notre établissement, nous comptons plus de 560 bénéficiaires. C'est un programme qui a mobilisé d'importants moyens humains, des administrateurs, des associations de parents d'élèves, les autorités locales et les enseignants, y compris ceux relevant de l'Académie régionale de l'éducation. 61 établissements de la région Fez-Meknès sont concernés par cette initiative, soit plus de 30 500 élèves. Nous terminons cette édition avec cette tournée de l'Orchestre Symphonique Royal qui a entamé une tournée après Fès lundi. Ce soir, il sera à Casablanca et demain à Rabat, accompagné de la violoniste kazakh Galia Zarova. Les musiciens du concert interprètent des œuvres du répertoire sympho-jazz de Cole Porter à James Horner. Reportage Ala Abdelhamini et Sarah Jabri. Galia Zarova est reconnue comme virtuose du violon. À tout juste 28 ans, cette jeune Kazakh a été primée dans les plus prestigieux concours. Une artiste hors pair que le public marocain découvre aux côtés de l'Orchestre Symphonique Royal. Le répertoire sympho-jazz me passionne particulièrement et je suis très heureuse de me produire au Maroc avec cet orchestre exceptionnel sous la direction d'Oleg Reshtkin. Après le fameux You Do Something to Me de Cole Porter, Galia et les musiciens de l'Orchestre Symphonique Royal interprètent les œuvres sympho-jazz de James Horner, Irving Berlin ou encore Calvin Custer. On va assister pour la première fois à une prestation là où le jazz et le classique forment une seule entité et que la musique classique peut être inspirée du jazz, tout comme le jazz peut être inspiré de la musique classique. Donc finalement, nous avons la chance d'assister à ce spectacle de la part d'un grand orchestre. Après Fès, l'Orchestre Symphonique Royal retrouve son public ce soir à Casablanca et demain au Théâtre Mohamed V de Rabat pour une soirée américaine qui saura séduire les plus aguerris et raffinés des mélomanes. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. 9 morts et 33 blessés. C'est le dernier bilan du drame de la route survenu ce matin au niveau de la commune de Moulay Bousselham suite à une collision entre un camion et une voiture transportant des ouvriers agricoles. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux familles des victimes. Sa Majesté le roi a ordonné le transfert des blessés à l'hôpital militaire Mohamed V à Rabat. Le souverain a également décidé de prendre en charge personnellement des frais d'inhumation et des obsèques des victimes. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Masaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.